bienvenue dans ce nouvel épisode de La Postcaf, un podcast de Good Manufacturing Podcast présenté par l'Académie de la qualité efficace. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud. Arnaud, comment ça va ? Ça va bien, écoute. Prêt Petit pour podcast à l'ancienne, Voilà, à tête deux, tête. tête à tête. Alors le thème de ce podcast, c'est déviation, événements et signaux faibles. Un podcast qui nous a été inspiré, un sujet en tout cas qui nous a été inspiré par une warning letter qui est parue assez récemment sur le site de la FDA. Et donc, comme promis dans le teasing, dans le message, on va commencer par l'analyse de cette warning letter. Alors, c'est une warning letter qui est adressée à notre ami Paul Hudson. Est-ce que tu sais qui c'est Paul Hudson ? C'est un mec Le patron de Sanofi. C'est ça. C'est le CEO de Sanofi parce que oui, les warning letters sont adressés au CEO de la boîte pour être sûr qu'il soit au courant. Et donc la FDA a inspecté un site de Sanofi Genzyme à Framingham dans le Massachusetts. Et donc c'est intéressant parce que c'est la FDA qui inspecte un site américain, donc c'est la FDA qui inspecte à domicile. Et tiens-toi bien, ils ont été inspectés du 12 juin au 9 juillet 2024. Wow. Oh, ça fait mal, ça. 3 semaines d'inspection. Ah, les inspecteurs, ils se sont incrustés, quoi. Et donc, donc c'est un site qui fabrique des API, donc c'est un site de fabrication de matières premières. Et donc, donc ils sont payés un bon vieux forme 483, qu'ils ont répondu le 29 juillet. Et la réponse n'a pas du tout plu à l'FDA puisqu'ils ont envoyé une warning letter qui est parue il y a pas longtemps. Et donc, le premier écart qui relève, c'est failure to investigate all critical deviation. Ils n'investiguent pas correctement leurs déviations critiques. Allez, tac, pas. Donc c'est un taux excessif selon la FDA qui remet en question l'état de contrôle du processus. Effectivement, s'ils ratent 20% de leur lot, c'est chaud. Bah ouais. Et donc ils ont effectivement, donc la FDA leur reproche de ne pas avoir mené d'enquête adéquate pour ces écarts critiques. Donc ils n'étaient pas contents. Donc dans ces déviations, il y a des lots contaminés par des particules, il y a des fuites lors de transferts. Enfin bref, il y a pas mal de trucs. Et donc ils disent vos enquêtes n'ont pas permis d'identifier toutes les causes potentielles et n'ont pas tenu compte de conclusions d'une étude technique qui contredisait la cause fondamentale que vous aviez attribuée aux événements d'apparition de produits non conformes. Donc en fait, ils ont mis une cause et finalement il y a une étude technique qui contredisait le fait que ce soit les bonnes causes. Et donc finalement, c'est intéressant. Et ils n'ont pas documenté toutes les activités d'enquête, y compris la collecte d'au moins un échantillon trouvé dans une salle de stockage par les enquêteurs de la FDA. Ah, what? Alors, je trouve ça un peu quand même. Ah, bon, après, je sais pas, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais c'est, en gros, ils ont trouvé un échantillon dans un frigo. Enfin, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ils ont dû trouver un échantillon dans un frigo. Ils ont demandé c'était où, c'est dans les enquêtes et c'est marqué où vous avez pris cet échantillon. Ils ont pas su répondre, bim. Ouais. Les inspecteurs, ils ont toujours un peu de chance aussi. Ils tombent toujours sur le truc. Alors là, c'est là que c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, à mon avis, c'est pas qu'ils ont de la chance, c'est qu'il devait y en avoir. Enfin, ça devait être quand même pas mal le bazar et finalement, tu sais, quand c'est trop le bazar, c'est pas vraiment de la chance quand tu trouves quelque chose, quoi. Enfin, bon. C'est vrai. Et donc, dans leur réponse du 29 juin, ils ont fait référence à de nombreuses actions correctives pour mettre en place ça, pour résoudre ce problème, pour remédier à tout ça, dont une surveillance supplémentaire de la qualité des écarts significatifs, la mise en œuvre, et là ça c'est marrant, mais ça j'ai pas très bien compris, la mise en œuvre d'un outil d'aide à l'enquête qui aide à déterminer l'impact sur le produit. Donc est-ce que c'est je sais pas, le truc d'IA ou quelque chose comme ça, je sais pas. Ouais. Et la révision de votre procédure régissant les tests d'apparence des API pour garantir une observation des particules donnera lieu à une enquête incluant la caractérisation des particules. Donc là, ils ont modifié la procédure. Ok.
Et donc là, ils se sont pris derrière 6 points en disant c'est pas du tout satisfaisant. Pourquoi? Alors du coup, la FDA leur demande de répondre en exigeant les points suivants. Une évaluation complète de votre système global pour enquêter les écarts, les divergences. Alors là, du coup, j'ai traduit, mais c'est dans le texte, ça fait System for Investigation Deviation, Discrepancies, Complaint, OOS Result and Failures. Ça, c'est dans le texte en anglais. D'accord. Donc, ça pourrait être traduit par les écarts, les divergences, les plaintes, les résultats hors spécification et les défaillances. Alors, c'est intéressant parce qu'ils mettent pas des, voilà. Donc, il y a déviation, mais il y a aussi discrepancies et failures. Donc ensuite, donc là, il faut qu'ils revoient tout leur système, quoi. Il faut qu'ils fournissent un plan d'action détaillé pour remédier à ce système. Votre plan d'action doit inclure, sans se limiter, ils aiment bien ça, sans se limiter, des améliorations significatives en matière de compétences d'investigation, de détermination de la portée, du périmètre, d'évaluation des causes profondes, d'efficacité des CAPA, de supervision de l'unité qualité et des procédures écrites. Et il faut qu'ils expliquent comment l'entreprise s'assurera que toutes les phases de l'enquête sont menées de manière appropriée. Donc là, ils étaient vraiment colères sur leur processus de gestion des déviations. On pourrait pas les contacter pour leur proposer la méthode Elementary. Alors, ouais, peut-être. Ça se trouve, Paul Hudson va écouter cet épisode et puis. Et voilà, on peut toujours rêver. Ensuite, après, ouais, je sais pas ce qu'il en pensera. Ensuite, ils exigent aussi un examen, alors ça c'est trop marrant, un examen rétrospectif et indépendant de toutes les enquêtes sur les écarts inexpliqués ou sur la non-conformité d'un lot ou de ses composants pour les produits américains. Donc voilà, il faut que ils revoient toutes les investigations par d'autres mecs. Après, il faut qu'il détermine si la justification scientifique et les éléments de preuve relatifs à un résultat OOS invalidé démontrent la matière. En gros, il faut qu'ils améliorent leur enquête labo, la manière concluant l'existence d'une erreur laboratoire. Donc, améliorer les enquêtes laboratoires. Pour les enquêtes établissement de manière concluante la cause première, fournir une justification et veiller à ce que toutes les autres méthodes, procédures, procédés et matériaux vulnérables à la même cause ont été identifiés en vue d'une correction. Donc là, c'est finalement les pas de CAPA, Preventive Action. Et après, il parle des enquêtes, pareil, OS, ça je vais pas lire. Mais bon, du coup, voilà, sur toutes les enquêtes, là, sur le processus de déviation, ils n'étaient pas contents. Après, là, je vais vous lire l'intitulé des autres réponses parce que ça n'a pas vraiment de rapport avec l'épisode. Donc, l'incapacité à démontrer que le processus de fabrication peut produire la fabrication d'une API répondant à ces spécifications. L'absence d'équipement de conception de conception appropriée et adaptée à l'usage prévu pour la fabrication d'API. Ça, c'est plutôt voilà sur la qualif et l'équipement. Et là, on arrive à un autre écart qui va beaucoup nous intéresser. C'est le manque de l'unité qualité de pouvoir exercer sa responsabilité et de s'assurer que les API sont fabriqués conformes au BPF. Et donc, notre inspection a permis de documenter que 84 investigations sur des écarts en cours sont en retard. 84, c'est pas beaucoup. Enfin, c'est pas beaucoup par rapport à certains sites. Ça dépend de la taille du site, quoi. Ça dépend de la taille du site, mais c'est pas, c'est, voilà, on a déjà vu plus, quoi. On a vu pire. Ok, on a vu pire, mais bon, quand même, c'est quand même beaucoup. Enfin, moi, je suis désolé, donc, c'est quand même beaucoup. Ouais. Et bah oui, c'est beaucoup. Et donc ils ont cité 4 exemples. Et donc j'imagine c'est les 4 exemples les plus vieux. Donc il y a une déviation qui a 187 jours, une qui a 179 jours, une qui a 129 jours et une dernière qui a 45 jours. Donc ce qui est intéressant, c'est la dernière qui a 45 jours. Est-ce que c'est les 4 plus vieilles? Je ne sais pas. Et donc, plusieurs enquêtes sur ces retards n'ont pas bénéficié des prolongations et délais requis par la procédure. Donc là, ils n'étaient pas contents parce que finalement, leur procédure elle devait être assez stricte et pas leur permettre beaucoup de latitude. Ouais. Ils ont ouvert une déviation parce qu'ils avaient des déviations en retard? Bah non. Donc là, ils parlent pas mal de la procédure. Hein. Ouais, bah oui. Bah justement, c'est ce qu'ils disent là. Hein. La procédure et de traitement des écarts exige que les écarts non significatifs soient traités et clôturés dans les délais. La procédure exige en outre une demande de prolongation documentée et approuvée dans le cas où une enquête sur un écart ne peut pas être clôturée dans les délais spécifiés. Donc tu vois, c'est ça qu'ils auraient dû faire.
Et là, il parle dans votre réponse, vous indiquez que ils ont identifié les causes contributives et qui vont l'adresser en. Alors là, c'est très intéressant. Attribution excessive. Donc les causes que Sanofi avait identifiées, c'est l'attribution excessive du personnel pour faire des enquêtes. Donc il y avait trop de personnes qui étaient habilitées à faire, enfin qui faisaient des enquêtes. Allez. Ça, c'est intéressant hein, quand même. C'est vachement intéressant ce point-là. Mais c'est Sanofi qui l'a identifié ça. Les lacunes dans les connaissances des processus chez les nouveaux enquêteurs. La priorisation des enquêtes associées au lot en attente de libération. Et la communication incohérente sur la performance la mesure de la performance des investigations. Donc ça, c'était Sanofi qui avait identifié ça. Il s'engage également à, et alors ça c'est aussi très intéressant, ajouter une équipe d'ingénieurs et d'assurance qualité pour maintenir le système de gestion des déviations et affecter des ressources supplémentaires à la gestion des déviations, quoi. Ouais, ok. Intéressant. Du coup, il faut qu'ils évaluent leur capacité nécessaire pour traiter leurs déviations. Voilà. Et alors là, la FDA dit attention, merci de spécifier dans votre réponse à cette warning letter. Donc ils disent, voilà, vous dites que vous allez faire appel à des experts pour vous aider à rattraper le retard dans les enquêtes, mais vous n'expliquez pas comment cela affectera les autres opérations et comment le personnel sera formé pour mener à bien des aspects spécifiques des enquêtes et comment ces performances seront contrôlées et évaluées. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais de toute façon, rajouter plein d'effectifs pour faire des enquêtes, ça augmente ton risque de pas maîtriser la compétence de l'investigation, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que on en parlera après hein, sur la gestion du backlog, etc. Hein, mais y a pas beaucoup, enfin, t'as pas beaucoup de solutions. C'est juste qu'il faut le planifier, quoi. Enfin, il faut planifier correctement. C'est ça. Donc une évaluation, il demande de faire une évaluation complète du plan de rémédiation pour garantir que l'unité qualité dispose de l'autorité et des ressources, y compris une formation adéquate pour le fonctionnement efficace, pour un fonctionnement efficace. Et après là, du coup, il parle que cette évaluation doit inclure une détermination de la robustesse et de la pertinence des procédés utilisés par votre entreprise, de disposer d'une disposition pour la surveillance de l'unité qualité tout au long de vos opérations afin d'évaluer que le respect des pratiques est approprié, un examen complet et final de chaque lot et des informations qui s'y rapportent avant la décision de libération. La supervision et l'appropriation des enquêtes et l'exécution de toute autre tâche de l'assurance qualité pour garantir l'identité, pour garantir que le produit est conforme. Et décrire également comment la direction soutient l'assurance qualité et la fiabilité des opérations, y compris, mais sans s'y limiter, à la mise à disposition en temps et en heure des ressources utiles pour traiter de manière proactive les problèmes émergents de fabrication. Alors ça, c'est très intéressant. Ouais. Et de qualité. De proactive. Pour assurer un état de contrôle continu. Exactement, proactive. Là, on arrive sur le lien avec le thème du podcast. Voilà. Et donc le dernier écart qui nous intéresse également, l'absence de déclaration et d'évaluation de tous les écarts de production, l'absence d'une enquête sur les écarts critiques et l'absence d'enregistrement des conclusions. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'inspecteur s'est baladé, a dû rester un peu pour regarder comment ça se passait dans l'usine, quoi. Et donc, de nombreux écarts de production sont restés sans réponse jusqu'à ce que nos enquêteurs en informent le personnel de l'installation. En voici quelques exemples. Oh là là, ça fait mal. Il a été observé qu'une ligne utilisée pour le traitement aseptique touchait le sol. Je sais pas ce que c'est exactement. Après, il fallait que je revoie les références, mais touchait le sol pendant les activités de préparation. Le dossier de l'eau contient une instruction spécifique à l'intention du personnel afin de s'assurer que cette ligne de production n'entre pas en contact avec le sol. Alors du coup, voilà, je pense qu'il y avait un truc de la ligne qui devait toucher par terre. C'était marqué qu'il fallait pas que ça touche. Il a été observé qu'un opérateur touchait sa blouse et sa résille avec ses mains, puis manipulait l'équipement de fabrication stérile sans se désinfecter les mains. Il a été observé que un sac d'expédition était orienté pendant le traitement, était mal orienté pendant le traitement du lot. Le dossier de l'eau demande expressément au personnel d'orienter le truc correctement, quoi. Donc dans notre réponse, il s'engage à faire de la formation,
pour inclure des instructions supplémentaires. Donc, il demande d'inclure des instructions supplémentaires sur le moment qu'il convient d'utiliser les différents trucs. Quand est-ce qu'il faut changer les vêtements. Vous engagez également à modifier la procédure. Voilà, donc là en fait ils font les actions rappel opérateur et modification de procédure. Votre réponse est insuffisante. Franchement, ça saoule là. Putain. Vous ne fournissez pas d'enquête sur les comportements répressibles et vous n'évaluez pas votre programme de formation si votre supervision des opérateurs de la supervision des opérateurs. Donc là, il demande effectivement de faire une enquête sur le comportement répressif, d'une révision de la formation du personnel et des procédures qui enseignent au personnel les pratiques aseptiques et une évaluation de l'efficacité du programme de formation sur l'ensemble du personnel effectuant des activités stériles. Moi, je vais dire un terme, c'est que dans le personnel qui fait des activités stériles comme ça, à mon sens, comme ça, à vue de nez, c'est un peu arbitraire, mais je dirais que ces personnes-là, elles devraient passer 30%, voire 40% de leur temps en formation. Ah, mais t'es malade. Bah ouais, mais mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on le fait pas, on attend que les opérateurs ils suivent le document X, Y, Z et qu'en fait les opérateurs, qu'on le veuille ou non, je sais qu'on peut pas dire ça à un inspecteur, mais putain, en vrai, ils les lisent pas vos documents, surtout sur un truc qu'ils font tous les jours. Donc en fait, il n'y a pas de solution miracle. Il faut investir sur la formation, de la pratique délibérée, de la simulation régulièrement. Point. Après, moi, je pense, je crois beaucoup en l'observation de tâches. Ouais, ok. Ça fait partie de la formation. Ça fait partie de la formation, mais du coup, ça fait pas passer ton personnel 30% de son temps en formation. Finalement, par contre, le fait d'observer ton personnel 30% du temps et, je sais pas, de payer des gars en tout cas pour regarder ce que les gars font et de faire des feedbacks avec des signaux faibles et des formations, enfin des feedbacks sur ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est vachement plus efficace que tout, quoi, parce que finalement, on peut discuter de ce qui était en train de se passer il y a 2 secondes. Et il y a plus de après, quand je dis 30% en formation, c'est pas 30% dans une salle devant un PowerPoint. Hein. C'est 30% formation pratique à réaliser, à faire de la pratique, mais hors prod et dans un but de formation. Ouais. Donc si on en revient à donc là c'est vrai que Sanofi ils se sont fait éclater sur leur gestion des déviations, c'est assez intéressant. Donc ils se sont fait défoncer sur leur méthode d'investigation, sur leur méthode sur leur méthode d'assessment de la gravité des déviations et sur finalement leur les CAPA qu'ils font sur leurs déviations, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait assez mal. Et aussi surtout sur leur backlog d'investigation, quoi. Donc un backlog, c'est sale et c'est pas moi qui le dis, c'est la FDA. C'est sale, on est d'accord. Un backlog, c'est la preuve que tu maîtrises plus ton process de déviation. Le process de déviation est un process ultra important, voire peut-être le plus important d'un site. Et quand tu as 90% de ton effectif qui doit faire des investigations, il y en a qui vont faire une investigation tous les 6 mois, tu maîtrises pas et donc tu arrives à la fois tes déviations qui augmentent et 2, des déviations qui sont mal investiguées. Point. Voilà. Avoir des investigateurs dédiés, c'est pas juste une question de performance, c'est aussi maîtriser ces investigations et donc au final la qualité de ton produit et l'amélioration de ton système. C'est tout. Au bout d'un moment, il faut arrêter de tourner autour du pot. Le process déviation, il est méga important. Un backlog, c'est un signal presque fort du fait que ton process de déviation, il déconne, quoi. Et plus que ton process de déviation, ton process tout court. Ton process tout court. C'est clair. Ouais, clairement. Et donc, pour traiter un backlog, finalement, il n'y a pas 36 solutions. Il y en a 2. Mettre en place un pilotage pour réactiver le suivi des actions et des déviations. Et 2, finalement, augmenter la capacité pour rejoindre la charge. Exactement. Et ça, c'est pas l'une ou l'autre, hein, c'est les deux.
solution que tu viens de mettre en parallèle. Et pour éviter qu'un backlog arrive, moi j'ai fait plusieurs posts dernièrement là-dessus, il faut suivre ton encours de déviation chaque semaine, et au bout de 4 semaines consécutives où tu vois, ou même plus tôt si ça augmente énormément, mais si tu vois ton encours qui augmente, en fait, le monde idéal, c'est tu as une équipe d'investigateurs sur ton site, tu vois que ça augmente, tu appelles des réservistes, les 3-4 gars qui font des investigations tous les 3 mois pour pouvoir donner un coup de main. Mais du coup, tu devrais suivre ton encours semaine après semaine, parce que s'il est en train d'augmenter, faut pas se leurrer, hein, à part si tu vois que bah ok, là la semaine prochaine on a un arrêt d'été, on va avoir du temps pour traiter, le reste de l'année c'est mort. Donc il faut que tu suives cet encours pour éviter que le backlog il dégénère et qu'il soit insurmontable. Exactement. Et donc ça, c'est les déviations. Donc ça veut dire que ton équipe assurance qualité a déterminé qu'un certain nombre de situations inhabituelles étaient classées comme des déviations. Donc c'est-à-dire qu'elle avait une combinaison, selon ma conception en tout cas, une combinaison de gravité, détectabilité, occurrence suffisamment forte pour que ça mérite de faire une investigation. Et donc là, il faut regarder le problème, parce que du coup, ça veut dire que cet événement, il a peut-être, ou il a un impact sur tes produits ou sur ton système. Donc ça, c'est une déviation. Ou alors, donc, t'as le côté, si on prend la notion de gravité, occurrence, détectabilité, soit il y a un niveau de gravité qui n'est pas nul, et après tu vas regarder occurrence, détectabilité pour juger la criticité. Soit tu as un niveau de gravité qui est nul, mais par contre, tu as une occurrence qui est importante. Et donc, ça, c'est les déviations. Donc là, là, ça rentre finalement dans ton système de gestion des déviations avec enquête, évaluation déterminer la cause et évaluer l'impact, clôturer la déviation. Derrière, et là, c'est très important, et il faut bien avoir ça en tête, si une déviation, elle est pas grave, c'est-à-dire gravité nulle, elle est pas fréquente, et c'est très détectable. En fait, c'est pas une déviation, c'est une situation inhabituelle. Et ben là, on va pouvoir la classer en événement, c'est-à-dire que finalement notre gestion on détermine que le risque lié à cette situation inhabituelle ne vaut pas le coup de dépenser des efforts pour d'investigation sur ce truc-là. Et donc ça vaut le coup par contre de mettre de l'effort à l'enregistrer pour pouvoir évaluer sa récurrence dans le temps, mais pas d'investigation. Et donc, là, cette situation inhabituelle va être classée en événement. Et donc, le fait d'instaurer des événements ne va absolument pas influer sur l'apparition ou non d'un backlog. À aucun moment, de mettre en place les événements dans le système des déviations ne va permettre ou pas de réduire le backlog. Et par contre, de prendre le choix de dire quelque chose qui a aucune gravité, aucune occurrence, aucune détectabilité, à partir du moment où l'a remonté, autant le mettre en déviation. Ça va augmenter ta charge de travail, ça risque de générer ton backlog. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de l'enregistrer. Et donc finalement, à partir du moment où tu prends le choix de dire cet événement sans gravité et sans récurrence, je le déclare en déviation. Dans tous les cas, la charge de déclaration, tu l'as, que ce soit en événement ou en déviation. Sauf que s'il n'a pas de gravité et pas de récurrence, tu l'enregistres en événement. Tu peux, comme ça, capter tous tes événements et faire des analyses de récurrence tous les 6 mois. Et si tu as un événement qui est récurrent, c'est un signe d'une non-maîtrise et donc qui peut potentiellement aboutir à un risque et à un impact qualité dans le futur. Et donc là, tu peux le traiter en déviation. Exactement. Et d'ailleurs, ICHQ 9, chapitre 5, le degré et la rigueur de formalisme de la gestion du risque doit refléter l'état des connaissances et être proportionné à la complexité ou à la criticité du problème à résoudre. Donc c'est exactement ça. Et finalement, en fait, c'est pas monopoliser de la capacité pour des problèmes qui n'en sont pas. Et c'est vrai que dans les sites qu'on a accompagnés, il y a des sites qui ont un système. Au début, moi, j'étais assez dubitatif, mais je trouve ça pas mal. C'est que finalement, il y a un événement inhabituel sur le terrain. Direct, ils déclarent en mode QQOQCP dans leur QMS, Trackwise et 9, blablabla.
Et après, là, ça passe en comité pour dire c'est un événement, c'est une déviation. Et si en fait ils disent c'est un événement, tac, c'est classé événement, c'est clôturé, mais c'est enregistré et tu as la trace Mmh. et tu peux faire cette analyse de récurrence. Tout régulièrement, tous les 6 mois pour décider de faire des CAPA sur ces événements. Et alors, on va arriver à notre 3e niveau. Ce 3e niveau qui finalement est un peu évoqué par la FDA, c'est les signaux faibles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un signal faible? Un signal faible, ça va être une situation inhabituelle qui va pouvoir être détectée par le personnel de Je production. sais pas si c'est si inhabituel que ça, hein. Bah, en fait, C'est une c'est situation habituel, auquel les gens se sont accommodés, mais qui peut à engendrer terme engendrer un événement, voire une déviation. une situation, une déviation, enfin qui pourrait engendrer une déviation. Et donc en général, c'est la combinaison de ces situations, de ces signaux faibles, la combinaison de ces signaux faibles qui va finalement engendrer une déviation. Donc tu vas avoir, c'est dans ta déviation quand tu vas l'investiguer, tu vas trouver des causes initiales et finalement tes causes initiales, ça assez régulièrement des signaux faibles qui étaient là depuis longtemps. Qu'on connaissait, qui étaient latents, et finalement tu dis ah bah oui, et c'est la combinaison de ces 2-3 signaux faibles qui fait que bing, t'as une déviation. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on commence à parler de signaux faibles, les gens ils ont un peu du mal à comprendre ce que c'est, alors qu'ils sont au contact de signaux faibles tous les jours, et ne serait-ce que dans leur rapport d'investigation, parce que les causes des déviations, c'était des signaux faibles. Que on passait devant, on s'en accommodait. Et donc, c'est comme en sécurité, hein, signaux faibles ou situation à risque qualité. Moi, j'ai un exemple qui m'avait marqué chez un client. Hein, c'est tu dois sélectionner une recette. Dans leur quotidien, on va dire 90% du temps, ils choisissent entre 3 recettes. Sauf que dans le menu déroulant, tu en as 50. Et qu'en plus, il y en a une qui a été utilisée pour un test qui s'appelle un peu comme celle que tu utilises tous les jours. Ça, c'est un signal faible. Un jour ou l'autre, c'est sûr qu'il va avoir misclick et Moi, qu'il j'ai va eu cette prendre le mauvais. investigation à faire. Mais voilà, sélection c'est de la ça. recette. Et ça, c'est un signal faible. Ouais. Et ça, alors là, tu me diras, et c'est là que les gens vont peut-être te poser la question. Oui, mais Arnaud, la différence entre un événement et un signal faible, l'événement, tu l'investigues pas, le signal faible, tu l'investigues pas. Alors ça, c'est super intéressant parce que, en fait, le signal faible, déjà de une, t'as pas à l'investiguer. En fait, il est là. C'est un t'as fait. Même pas à le tracer. Et du coup, finalement, t'as pas à le tracer dans ton système qualité. Ce que tu vois, c'est il y a il y a une fuite dans le toit. Je sais pas, non, ou de l'eau par terre, ou je sais pas, un truc ou un bout de carton que les opérateurs utilisent sur la ligne pour parce que comme ils utilisent souvent des bouts de carton et du scotch. Et ça, ou alors un carter ouvert qui devrait être tout le temps ouvert. Et en fait, tout ça, tu peux le remonter et faire immédiatement des actions pour prévenir le fait que ce carter est ouvert, que l'utilisation de ce bout de carton et faire quelque chose d'autre pour que ça soit plus robuste, que de réparer, pareil, l'espèce de fuite que tu as détectée, quoi. C'est comme c'est comme les situations à risque sécurité. Tous les jours, tu vas dans les sites, tu vas au SQDCP là, tous les jours, vous avez des situations à risque sécurité. Ah oui, j'ai vu ça. Ok, boum, action, réaction. Enfin, ok, on peut pas faire ça pour la qualité au bout d'un moment. Et donc, le mettre en place ces signaux faibles, c'est un challenge pour plusieurs raisons. Ça va être qu'il va falloir former ton personnel à les détecter et mettre en place un système de reporting de ces situations à risque et d'action pour les régler. Mais par contre, ça va avoir un effet extrêmement important sur la fréquence d'ouverture des déviations. C'est-à-dire que grâce à ça, en fait, tu vas régler des problèmes avant qu'ils ne se produisent. Tu vas être proactif sur la maîtrise de ton process et donc diminuer le nombre d'ouvertures de tes déviations. C'est ça. Là, on est dans la proactivité. Voilà. Je sais pas si Et donc, donc il y a plein de finalement c'est assez intéressant quand on voit l'écart de la warning letter qu'on a lu aujourd'hui versus ce qu'on propose nous, et finalement on voit que c'est quand même pas mal raccord, quoi. Ouais. Et en fait, tu as cette fameuse pyramide comme en sécurité, je refais le lien, hein, mais tu as les signaux faibles, les événements, les déviations, les réclamations et rappels de l'eau, etc. Et donc, il y a les strates signaux faibles, événements, déviations. Et les événements, c'est normal, ça existe, parce qu'en fait, c'est même sain d'avoir des événements. Ça veut dire que les gens sur le terrain, quand ils voient quelque chose qui se passe comme c'est pas prévu, ils tiltent, ils le remontent.
Et après, analyse avec la qualité, on voit qu'il n'y a pas de gravité, qu'il n'y a aucun risque. Donc, il n'y a pas besoin d'investiguer, sauf si effectivement il y a de la récurrence dessus. On le classe en événement, point. Et donc là, on va pouvoir juste le capturer pour pouvoir faire de la récurrence. Donc, avoir un système avec des événements, c'est sain. Ça montre que on collecte, On maîtrise. mais par contre, on ajuste l'effort d'investigation au niveau de risque. Et qu'on maîtrise du coup le risque finalement. Exactement. Donc les backlogs, c'est sale, les événements, c'est bien. Donc voilà, en tout cas, il est l'heure. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode qui était, ma foi, assez rapide, j'ai trouvé. Je pense qu'on aurait pu en discuter vachement plus. Après, attention, hein, j'aimerais juste rajouter un truc. Les événements, c'est bien, les backlogs, c'est sale. Si par contre, vous créez un niveau événement pour pouvoir faire passer des vraies déviations en événement pour passer moins de temps à investiguer, ça, c'est plus une question de process qui est pas bon. Ça, c'est une question de comportement et de stratégie qui est pas bonne. Et ça, ça par contre, c'est pas bien. Ça, c'est ça. Ça, c'est sale. Voilà, donc effectivement, la création d'événements, c'est pas fait pour passer pour diminuer la charge investigateur, quoi. C'est fait pour la mettre au bon endroit. Donc ça veut dire qu'il faut un bon outil de décision pour trier c'est quoi un événement, c'est quoi une déviation. La matrice gravité, occurrence, détectabilité, ça marche super bien. Avec le niveau gravité, aucune. Et pareil, un niveau d'analyse régulière, périodique. Oui, ça oui. Ouais. Mais pareil que pour les déviations. Voilà, donc merci à tous en tout cas de nous écouter, de nous supporter, de nous envoyer des commentaires et des questions, c'est trop bien. N'hésitez pas à aller lire notre newsletter, à aller voir sur la site. Communauté, il y a pas mal d'interactions, de gens qui posent des questions, de benchmark aussi que nous on peut proposer, mais franchement je suis content sur la communauté, il y a pas mal d'interactions en ce moment, c'est cool. Ouais, donc tout ça commence à prendre forme. Et donc, voilà, merci à tous de nous écouter et à bientôt pour un prochain épisode. Merci, à bientôt.